Le ballon fila comme une étoile filante dans le ciel brûlant de Normandie, échappant au contrôle d'Étienne Lefebvre, 10 ans, en plein entraînement solitaire dans la cour poussiéreuse de la ferme familiale. Le sifflement du vent dans les épis de maïs formait un chœur discret tandis que la chaleur accablante enveloppait la terre, transformant les champs en un mirage doré. Étienne, les cheveux trempés de sueur, avait les joues rouges, mais ses yeux brillaient de détermination. Il ne vivait que pour ces moments-là, où il pouvait oublier l'isolement, les disputes parentales étouffées derrière les murs et l'austérité croissante du quotidien. Il visait 50 tirs réussis contre la façade usée de la maison de ferme, s'offrant ce défi comme une échappatoire au vide de l'été. Le ballon frappait le bois avec un rythme régulier, presque apaisant. Sa mère, Claire, le surveillait depuis la fenêtre de la cuisine, un torchon à la main. « Étienne. J'ai fait de la limonade bien fraîche, viens te reposer un peu avant de t'effondrer de chaud. » cria-t-elle. « Encore quelques minutes, maman, répondit-il sans détourner les yeux du ballon. Au 48e tir, dans un élan trop enthousiaste, il arma sa jambe avec plus de force que nécessaire. Le ballon s'envola dans les airs, traçant une courbe parfaite, directement vers la vieille grange au fond de la propriété. Le verre d'une fenêtre explosa dans un éclat sec et brutal, fendant le silence de l'après-midi comme un coup de tonnerre. Étienne resta figé, le cœur battant, les yeux rivés sur la grange. Cet endroit était formellement interdit. Son père, François, l'avait répété 1000 fois, on ne s'approche pas de cette grange. Depuis la perte de leur principal contrat d'élevage, elle avait été condamnée, prétendument remplie de matériel dangereux. Étienne se mordit les lèvres. Idiot, 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 marmonna-t-il en boucle, la gorge serrée. Son ballon, le seul qu'il possédait, un cadeau précieux de son oncle avant son départ, venait de disparaître dans un lieu tabou. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il jeta un coup d'œil anxieux vers l'allée, pas de signe du vieux pick-up poussiéreux de son père. François était parti inspecter le système d'irrigation du champ nord et ne devait pas rentrer avant un moment. Une chance, pensa Étienne. Il avança à pas feutrés vers la grange, chaque pas alourdissant son cœur. La peinture rouge s'écaillait, dévoilant le bois gris et fatigué. Étrangement, le gros cadenas pendait ouvert. François avait dû oublier de le refermer. Étienne hésita. Sa main toucha la porte de bois rugueux, puis il inspira profondément et la poussa. Un grincement déchira l'air chaud alors que la porte s'ouvrait lentement, livrant passage à un monde silencieux, poussiéreux et interdit. À l'intérieur, des rayons de lumière filtraient à travers les fissures des murs et la fenêtre brisée, dessinant des halos dans la poussière en suspension. L'air sentait le foin, le bois ancien, et quelque chose d'autre. Une odeur aigre, presque animale. Ses yeux s'adaptèrent peu à peu à la pénombre. Des bâches recouvraient des machines agricoles silencieuses. Le long d'un mur, des outils rouillés attendaient dans l'oubli. Des bottes de foin formaient des murs improvisés. Et là, au centre, près d'un tas de ballots, son ballon. Il poussa un soupir soulagé. S'il pouvait le récupérer rapidement et repartir, peut-être que personne ne saurait jamais rien. Mais alors qu'il s'en approchait, il s'arrêta net. Derrière un amas de sacs de fourrage, partiellement dissimulé, se trouvait un petit lit de fortune, un matelas miteux posé sur de la paille, recouvert d'une couverture fine. Et sur ce lit, une enfant. Une fillette d'environ 6 ans dormait là, recroquevillée, une robe rose fanée couvrant son corps frêle. Le ballon reposait à ses pieds. Le cœur d'Étienne se serra. Il fit un pas prudent vers elle, fasciné, inquiet. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, ses joues sales, ses pieds nus. À côté d'elle, un seau en plastique contenait une bouteille d'eau à moitié vide, des miettes de sandwich, et un morceau de tissu plié comme un oreiller. Une planche grinça sous les pieds d'Étienne. Les yeux de la fillette s'ouvrirent aussitôt, grands, apeurés. Elle le fixa, figé, comme un animal pris au piège. « Salut, murmura-t-il. Je m'appelle Étienne. J'habite ici. Et toi, qui es-tu » Elle ne répondit pas. Elle tira ses genoux contre sa poitrine, se plaqua contre le mur. Ses yeux allaient de lui à la porte. Elle semblait prête à fuir, ou à mordre si nécessaire. « Je ne veux pas te faire de mal, » promit Étienne en reculant légèrement pour lui laisser de l'espace. « Tu t'es perdu ? Pourquoi es-tu dans notre grange ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'un mot ne sorte, un grondement sourd se fit entendre au loin. Étienne sentit la panique l'envahir. Ce bruit-là, il le connaissait trop bien, le tracteur de son père. Il était en avance. La fillette se tendit davantage,
tirant la couverture sur elle, comme pour se cacher. Étienne comprit aussitôt. Elle avait peur de son père. Une peur instinctive, viscérale. Il n'hésita pas. Il laissa tomber son ballon, pivota sur ses talons et fonça vers la porte. Il la referma derrière lui, oubliant dans sa précipitation de remettre le cadenas. Il courut quelques mètres avant de ralentir, tentant de retrouver un rythme naturel malgré l'adrénaline qui lui nouait les muscles. Le tracteur apparut au sommet de l'allée, crachant un nuage de poussière dans son sillage. Étienne serra les poings. Quelque chose de profond venait de changer. Il avait découvert un secret que son cœur, bien que jeune, savait lourd de conséquences. Cette fillette n'était pas simplement perdue. Elle s'était cachée ici, depuis un certain temps à en juger par les traces autour d'elle. Étienne savait ce que cela signifiait. Et il savait aussi qu'il devait choisir, parler à ses parents, ou protéger cet enfant que le destin avait déposé dans sa grange comme un appel muet. Une chose était certaine. Son été venait de basculer. Et le mystère de la petite fille en robe rose allait bouleverser bien plus que ses habitudes de footballeur solitaire. François venait à peine de couper le moteur du vieux tracteur que son regard s'accrocha à la fenêtre brisée de la grange. Un éclair de fureur traversa ses yeux tannés par le soleil. Sans même prendre la peine de refermer la portière, il bondit du siège et fonça vers Étienne, planté là, pétrifié, les mains encore tremblantes. « Qu'est-ce que tu fabriques, nom d'un chien » gronda Théil, sa voix grave roulant comme le tonnerre sous le ciel d'été. Étienne, 10 ans à peine, sentit sa gorge se nouer. La sueur de son entraînement de football n'avait pas encore séché sur son front, maintenant, c'était la peur qui lui brûlait la peau. Il força ses yeux à soutenir ceux de son père, ses yeux d'un bleu dur, qui ne souffraient aucune désobéissance. « Pardon, papa. » Le ballon a traversé la vitre tout seul. Je n'ai pas mis un pied dans la grange, j'ai juste regardé les dégâts. » Le visage massif de François se plissa de soupçon. Ses épaules, larges comme une poutre, se raidirent davantage en apercevant le cadenas manquant à la porte. Sa mâchoire se crispa, les tendons de son cou se dessinant sous la peau tannée. « Je récupérerai ton ballon plus tard, marmonna-t-il après un silence suffocant. « Et tu paieras cette vitre avec des corvées supplémentaires, tu m'entends » Il se pencha, rapprochant son visage du sien, si près qu'Étienne sentit l'odeur d'herbe séchée et de terre qui imprégnait sa chemise. « Je veux être clair, tu ne t'approches plus jamais de cette remise. C'est plein d'outils dangereux, de produits chimiques. Un faux pas, et tu pourrais y laisser ta peau. Compris ? » « Oui, monsieur, » balbutia Étienne, résistant à l'envie de reculer d'un pas. « Bien. Maintenant, file aider ta mère à la maison. J'ai encore du travail. » Sous le regard brûlant de son père, Étienne trotta vers la demeure familiale, le dos aussi droit qu'un piquet, mais le cœur battant à tout rompre. Entre les vieilles pierres couvertes de lichen et la glycine qui s'enroulait autour des volets, il se glissa à l'intérieur, monta 4 à 4 l'escalier grinçant et s'enferma dans sa chambre. Assis au bord du lit, il fixait la grange par la fenêtre. L'image de la petite fille recroquevillée derrière les bottes de foin, ses yeux affolés, refusait de quitter son esprit. Le temps s'étira tel un brouillard jusqu'à ce que la voix de sa mère perce le silence depuis le perron. « François. Étienne. Lavez-vous les mains, le dîner est prêt. » La chaleur de la soirée emplissait la cuisine. Des arômes de poulet rôti, d'ail et de thym flottaient dans l'air. Étienne se lava les mains, les frottant si vigoureusement qu'il en rougit la peau, comme pour effacer le souvenir de la grange. Il rejoignit la table, où son père attaquait déjà son assiette, fourchette martelant la porcelaine. Le seul fond sonore provenait des tintements des couverts et des soupirs de François au sujet des prix de la coopérative. 30% d'augmentation depuis l'été dernier. Pesta Théil, plantant rageusement sa fourchette dans le poulet. On nous étrangle, Claire. Comment veux-tu qu'une ferme familiale s'en sorte quand les grosses compagnies nous pressent comme des citrons ? Claire hocha la tête, ses yeux gris baissés vers son assiette. Ses joues étaient creusées par les soucis, ses cheveux tirés en queue de cheval portaient déjà la marque du givre des années difficiles. Peut-être que la saison prochaine sera meilleure, souffla-t-elle. François renifla, sceptique. Pas avec les vautours de la banque qui nous menacent pour l'hypothèque. Étienne mastiquait silencieusement, mais son esprit était resté dans la remise, auprès de la mystérieuse fillette. Qui était-elle ? Pourquoi se cachait-elle ? Et cette terreur dans ses yeux, d'où venait-elle ? Lorsque son père se leva pour allumer la télévision du salon et se servir une nouvelle bière,
Étienne sentit une audace soudaine naître en lui. Il se pencha vers sa mère et murmura. « Maman, est-ce que j'ai une sœur ?» Il vit la couleur fuir le visage de Claire. L'assiette qu'elle tenait lui échappa, la céramique se fracassa sur le linoléum, éclatant en un nuage d'éclats. François, déjà irritable, surgit dans l'embrasure de la porte, bouteille à la main. « Qu'est-ce qu'il se passe encore ?»« Juste un accident, » répondit Claire d'une voix trop aiguë en s'agenouillant pour ramasser les morceaux. Mes mains étaient mouillées, l'assiette m'a glissé. Les yeux de François passèrent de sa femme à son fils, luisant de méfiance. « De quoi parliez-vous ?»« De l'école, » improvisa Claire. Étienne, raconte-lui ta présentation d'hier. Pris de court, le garçon s'éclaircit la gorge. Oui. L'agent de gendarmerie est venu parler de sécurité. Il a expliqué comment demander de l'aide si quelqu'un est en danger. Et ce qu'on doit faire si on voit quelque chose de bizarre. À la mention de la police, le visage de François se ferma. Il se tourna, haussa le volume du match de baseball et frappa la table de la paume. J'essaie de regarder. On peut avoir un peu de silence ? Claire sursauta, les éclats d'assiette tremblant dans ses mains. Le repas se poursuivit dans un silence tendu, ponctué seulement par les clameurs du stade qui montaient du téléviseur. Après le dessert expédié, François s'affala dans son vieux fauteuil, une autre bière décapsulée. Le bleu blafard de l'écran illuminait son visage fermé. Claire envoya Étienne faire ses devoirs et prendre une douche. Son regard implorait, ne reparle pas de la cabane. Dans sa chambre, devant son manuel de mathématiques, Étienne voyait les chiffres danser. Sa mère savait. C'était évident. Son choc, lorsqu'il avait évoqué une sœur, n'avait rien de fin. Tandis qu'il résolvait machinalement des multiplications, l'image de la petite fille rejaillissait, plus nette, plus poignante. La porte s'entr'ouvrit doucement. Claire entra, un sourire pâle accroché aux lèvres. Elle s'assit sur le bord du lit. Étienne vit ses mains trembler. « Mon chéri, il est tard. Tu devrais dormir. »« Maman, » insista-t-il à voix basse, « est-ce que j'ai vraiment une sœur ? Pourquoi tu as réagi comme ça ?» Claire ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, de fines larmes y brillaient. « Pas ce soir, Étienne. Je t'en prie. » Elle caressa ses cheveux, ses gestes débordant d'une tendresse désespérée, contrastant avec la peur qui serrait ses traits. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Dors. » Mais lorsqu'elle quitta la pièce, Étienne sut que rien n'allait bien du tout. Les secrets flottaient dans cette maison comme des ombres, prêts à avaler la lumière. Allongé, il suivit les motifs que la lune tissait sur le plafond. Dans le couloir, le parquet grinça sous le pas lourd de son père. Puis le silence retomba. L'horloge indiquait 23h15. Pourtant, le sommeil refusait de venir. Il se leva, pieds nus sur le plancher froid, et ouvrit la fenêtre. Dehors, la nuit d'été saturée d'odeurs d'herbe fraîche et de terre chauffée bruissait des sons des grillons. La grange se dressait, silhouette sombre découpée sur les champs de maïs argentés. À cette heure, même le vent semblait retenir son souffle. Une brève lueur vacilla derrière la lucarne brisée, un mouvement, peut-être une lampe de poche. Étienne sentit son cœur s'emballer. La fillette était encore là, seule, terrifiée, dans cette cabane interdite. Il repensa à la mise en garde de l'agent, si quelqu'un a peur ou se trouve en danger, demandez de l'aide. Était-ce un signe ? Un appel ? Il referma doucement la fenêtre et retourna à son bureau, mais la perspective de résoudre des équations paraissait aussi lointaine qu'une autre galaxie. Sa main se posa sur la page blanche de son cahier, et il écrivit, presque sans réfléchir, « Je dois savoir ». Le crissement du stylo dans le silence résonna comme un serment. Il reposa le stylo, écouta. Dans le salon, la télé bourdonnait toujours, un éclat de rire enregistré fusa, suivi d'une canette qu'on ouvre. François ne se lèverait plus avant un moment. Étienne se glissa hors de sa chambre, pas de souris sur le parquet. Pourtant, au moment de descendre l'escalier, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Claire, en chemise de nuit, sursauta en le voyant. « Que fais-tu lever, mon chéri ?» Étienne, pris au piège, chercha une échappatoire. « Je voulais un verre d'eau. » Les yeux de sa mère se plissèrent, elle n'était pas dupe. Cependant, au lieu de le gronder, elle soupira, le conduisit à la cuisine, lui tendit un verre. Pendant qu'il buvait, elle posa doucement la main sur sa joue.
Je sais que tu te poses des questions, murmura-t-elle. Et je te promets de répondre. Mais il faut un peu de temps, d'accord? C'est à cause de papa? De la grange? De la petite fille? Les doigts de Claire se crispèrent contre le verre. Une seconde encore, et les larmes qu'elle retenait auraient dévalé. Elle secoua la tête avec une tristesse insondable. Fais-moi confiance, Étienne. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Elle l'embrassa, le serra contre elle. Le parfum discret de lavande qu'elle portait se mêlait à celui, plus acre, de la lessive. Étienne ferma les yeux, il sentit son cœur se gonfler d'un amour douloureux. Pourtant, au fond, la question demeurait, obstinée, protégée de quoi? Il remonta se coucher, mais la décision avait déjà germé. S'il voulait des réponses, il devrait les chercher lui-même. Non pas pour défier ses parents, mais parce que la peur de l'inconnu était devenue plus intolérable que le danger qu'il imaginait derrière la porte de la grange. Dans le lit, il écouta le tic-tac régulier de l'horloge. Chaque seconde semblait compter son courage. Enfin, les paupières se fermèrent. Dans le rêve qui s'empara de lui, il marchait dans le champ de maïs éclairé par la lune, la grange devant lui, et la petite fille Y attendait, les mains tendues, les yeux pleins d'une détresse muette. Au matin, il se réveillerait avec la résolution chevillée au corps, ce secret familial, quelle qu'en soit la douleur, ne resterait pas enterré. Parce qu'au-delà de la peur, au-delà de la colère de son père et des larmes de sa mère, il sentait qu'une vérité peut-être terrible, peut-être salvatrice attendait d'être libérée. Et il était prêt à tout pour la découvrir. Étienne ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de la petite fille. Elle apparaissait sans cesse, blottie dans un coin de la grange, les cheveux emmêlés, blond sale, collés à ses joues souillées, ses yeux grands ouverts, dilatés par la peur. Cette vision s'accrochait à son esprit comme une tâche impossible à effacer. Mais ses pensées furent soudain interrompues par des éclats de voix provenant du rez-de-chaussée. Encore une dispute. La voix grave et orageuse de son père résonnait dans les planchers, rugueuse comme une tempête. Celle de sa mère, en revanche, était à peine audible, comme un murmure noyé dans le tumulte. Étienne se redressa dans son lit, tendit l'oreille. Il ne percevait que des bribes, des mots acérés, tranchant comme des éclats de verre. Puis, un fracas soudain le fit sursauter, suivi d'un son plus terrible encore, les sanglots étouffés de sa mère. Un silence oppressant retomba ensuite sur la maison. Étienne serra plus fort la couverture contre lui, comme s'il pouvait s'y cacher. Son cœur battait trop vite. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ces scènes, mais ce soir, tout semblait différent. Plus sombre. Comme si un secret invisible se répandait lentement dans l'air même de leur maison. Alors que ses paupières devenaient lourdes, un nouveau bruit le fit sursauter. Des pas lourds résonnaient dans l'escalier, suivis du claquement de la porte de la chambre parentale. Étienne soupira doucement, soulagé que l'orage semble passer pour cette nuit. Mais la paix fut de courte durée. Un grincement subtil. Puis le cliquetis métallique de clés tournant dans une serrure. La porte arrière venait d'être ouverte. Sa curiosité prit le dessus sur sa peur. Étienne se glissa hors de son lit, se dirigea à pas feutrés vers la fenêtre de sa chambre qui donnait sur l'arrière-cour. La lune, ronde et claire, projetait une lumière argentée sur le paysage familier, le transformant en un décor presque irréel. Et là, sous la lumière lunaire, il vit son père. François titubait vers la grange, une assiette dans une main, une bouteille dans l'autre. L'alcool alourdissait sa démarche, mais il avançait d'un pas déterminé. La porte de la grange s'ouvrit, laissant passer la silhouette imposante de son père avant de se refermer derrière lui. Étienne compta jusqu'à 60. Chaque seconde amplifiait les battements de son cœur. Il était persuadé que sa mère allait l'entendre depuis la chambre voisine. Arrivé à 60, il prit une décision. Sans même nouer ses lacets, il enfila ses baskets et descendit l'escalier en évitant soigneusement la 3e marche, celle qui grinçait toujours. L'air nocturne, frais sur sa peau, lui donna un frisson. Il se faufila dans la cour, longeant l'ombre des arbres et des murs, essayant de ne pas faire un bruit. Les grillons stridulaient, une chouette ululait au loin. En temps normal, ces sons l'auraient rassuré. Ce soir, il ne faisait qu'accentuer son malaise. Approchant de la grange, Étienne sentit son cœur battre à ses tempes. De l'intérieur, des voix lui parvenaient, étouffées. Le ton de son père, agressif, tranchait dans la nuit. Puis, un sanglot. L'image de la fillette s'imposa de nouveau. Blottie contre le mur,
les yeux suppliants. Tu devrais être reconnaissante, grogna la voix de François, alourdie par l'alcool. Personne ne prendra soin de toi comme moi. Personne te cherche, tu sais. Après ces mots, un nouveau sanglot, plus faible, se fit entendre. Étienne sentit sa gorge se serrer. Tout en lui criait de courir, de foncer dans la grange, de mettre fin à ce cauchemar. Mais la peur le clouait au sol. François, son père, était un homme massif, violent, imprévisible lorsqu'il buvait. Étienne recula lentement, incapable de supporter davantage. Mais son esprit tournait à toute allure. Les mots du policier Renard, lors de sa visite à l'école, résonnèrent dans sa tête. Si vous voyez quelqu'un en danger, parlez-en à un adulte de confiance. Et si personne ne vous écoute, appelez le 911. Vous pourriez être la seule personne capable de sauver une vie. Alors il fit un choix. Celui qui allait tout changer. Il retourna à la maison, marchant sur la pointe des pieds. Devant la porte close de la chambre de sa mère, il retint son souffle. Dans la cuisine, le téléphone sans fil reposait sur sa base, une lumière verte clignotant faiblement. Étienne le saisit, ses mains tremblaient. Il composa le 911. Une voix calme répondit. Il chuchota. Il y a une fille, dans notre grange. Je crois qu'elle est blessée. Mon père, il la garde enfermée. Il donna l'adresse, 45 587, route du Comté 19, à l'extérieur de Villers-sur-Mer. Puis il raccrocha précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Il remit le combiné sur sa base, grimpa les escaliers 2 par 2 malgré les grincements, se glissa sous sa couverture, la tirant jusqu'à son menton. De sa fenêtre, il scrutait la grange, attendant de voir son père ressortir. Les minutes s'égrenaient, chacune plus longue que la précédente. Et si personne ne venait? Et si la police ne le croyait pas? Et si son père découvrait ce qu'il avait fait? Mais malgré la peur, il savait qu'il n'avait pas eu le choix. Cette petite fille avait besoin d'aide. Et peut-être qu'il était le seul à pouvoir la lui offrir. Finalement, la porte de la grange s'ouvrit. François en sortit, chancela, referma soigneusement à clé, vérifiant même 2 fois le verrou. Puis il retourna vers la maison. Étienne ferma rapidement les yeux, régula sa respiration, fit semblant de dormir. Il entendit les pas de son père passer devant sa chambre. Puis, un autre craquement. François ouvrit la porte de la chambre parentale. Étienne perçut un échange de voix étouffées, la sienne, rude, et celle, douce, de sa mère. Puis plus rien. Il resta figé, le regard rivé sur les chiffres rouges de son réveil, 21h56. Puis minuit. Puis minuit 17. Le temps semblait figé. Et s'ils arrivaient et ne trouvaient rien? Et si son père comprenait que c'était lui qui avait appelé? Mais l'image de la petite fille réapparut. Toujours là. Toujours piégée. Il ne pouvait pas l'abandonner. À minuit 38, un éclair bleu inonda les murs de sa chambre. Puis un second, rouge. Des gyrophares. Il se leva d'un bond, le cœur tambourinant. Il entendit le bruit des pneus sur le gravier, une portière claquer, des pas qui s'approchaient. Puis des coups frappés à la porte d'entrée. Il retint son souffle. La voix de son père rugit à travers la maison. Qui diable frappe à cette heure? Puis celle de sa mère, douce, inquiète. François, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi voir. Les coups reprirent, plus insistants cette fois. Étienne ouvrit discrètement la porte de sa chambre, jeta un œil dans le couloir obscur. Il entendit son père descendre les escaliers en grommelant. La porte d'entrée s'ouvrit. Député Collin, département du shérif de Villers-sur-Mer, désolé de vous déranger aussi tard. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Répondit François, sa voix désormais mielleuse, faussement courtoise. Nous avons reçu un appel de cette adresse, indiquant qu'une personne était en détresse, déclara l'agent. Je dois vérifier. La voix de François monta dans une fausse indignation. C'est absurde. Ma femme et mon fils dorment. Personne n'a appelé. Étienne entendit alors sa mère les rejoindre. Tout va bien, officier. Avec tout le respect, madame, quelqu'un a bel et bien appelé le 911 depuis cette maison, répliqua calmement le shérif. Pour signaler une personne ayant besoin d'aide. Le silence qui suivit fut glacial. Et dans l'ombre de l'escalier, Étienne serrait les poings. Parce qu'il savait que,
cette nuit-là, il avait fait ce qu'il fallait. Lorsque le nom de la grange fut mentionné, un silence pesant tomba sur la pièce, aussi tranchant qu'une lame. Étienne, tapi dans l'ombre de l'escalier, pouvait presque voir le visage de son père devenir cramoisi sous l'effet de la colère naissante. Les yeux de sa mère, eux, s'écarquillèrent de peur. Son souffle s'était suspendu. C'est absurde, grogna enfin François d'une voix rauque. Il n'y a personne dans notre grange. Rien d'autre que l'équipement et la nourriture. Quelqu'un vous fait une mauvaise farce, département. Étienne, toujours couché sous ses draps à l'étage, entendit la voix de son père se perdre dans les marches qui craquaient sous son poids. Il savait qu'il devait faire semblant de dormir, de ne rien savoir de cet appel à la police. Mais quelque chose avait basculé en lui. L'image de la petite fille dans la pénombre de la grange était revenue le hanter. Ses cheveux blonds emmêlés, son visage couvert de poussière, et surtout cette peur absolue, nue, dans ses yeux d'enfant, quand elle l'avait vu, lui. Elle était seule, terrifiée, et maintenant, lui, Étienne, était le seul à pouvoir parler pour elle. Que se passerait-il s'il restait silencieux? Que se passerait-il lorsqu'il partirait, ces hommes en uniforme, croyant que tout allait bien? Son père retournerait là-bas. Et cette fois, peut-être qu'elle ne survivrait pas. Une lucidité brutale, une clarté aussi soudaine qu'un éclair dans une nuit noire, envahit son esprit. C'était le moment. Son moment. Il pouvait choisir de se recroqueviller sous les couvertures, faire comme si de rien n'était, comme il l'avait toujours fait, chaque fois que son père haussait le ton, briser un objet ou claquer une porte. Ou alors, il pouvait se lever, affronter cette peur qui lui nouait le ventre, et dire la vérité. Ses mains tremblaient lorsqu'il rejeta les draps. Ses jambes étaient molles, hésitantes, comme si elles refusaient de le porter vers l'inconnu. Mais à chaque pas qu'il faisait vers la porte de sa chambre, sa détermination se renforçait. Elle n'avait personne. Pas de voix. Pas de secours. Et sa mère était trop effrayée pour parler. C'était à lui. C'était lui ou personne. Il ouvrit la porte dans un grincement presque dramatique. Le battement de son cœur cognait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Il s'approcha du palier et vit en contrebas la silhouette du département Collin, droit dans l'encadrement de la porte, grand, imposant, l'uniforme bien ajusté, une main négligemment posée près de son holster. François se tenait raide, juste devant l'escalier. Son corps tout entier semblait prêt à exploser. Claire, elle, se tenait en retrait, les bras croisés autour de son torse, comme pour se protéger d'un coup invisible. Elle était pâle sous la lumière crue du porche. Le département Collin fut le premier à remarquer le garçon. Son regard monta lentement vers les escaliers. Il l'observa, puis revint à François. « C'est votre fils ?» demanda-t-il posément. François se retourna lentement, ses yeux se plissant lorsqu'il vit Étienne. Un éclat de rage pure, mélangé à un sentiment de trahison, tordit ses traits. Étienne sentit son estomac se nouer, mais il ne s'arrêta pas. Il descendit les marches une à une, lentement mais sûrement. « Quelqu'un dans cette maison a-t-il appelé les secours ce soir ?» demanda le département Collin, son regard allant de l'un à l'autre. Étienne s'arrêta à quelques pas de son père, inspira, et hocha la tête. « C'est moi, dit-il. » Sa voix tremblait, mais chaque syllabe était une victoire. « J'ai entendu des cris, dans l'étable. Il y a une fille. » Le visage de François se contracta violemment. Il tenta d'intervenir immédiatement, plaçant sa main lourde sur l'épaule de son fils et la serrant si fort qu'Étienne eut du mal à ne pas grimacer. « Il a fait un cauchemar, » dit François rapidement. « Les enfants de son âge ont beaucoup d'imagination. Désolé de vous avoir dérangé, département. » Mais Étienne se libéra de la poigne de fer de son père, les yeux grands ouverts. « Non. Je l'ai vue, répéta-t-il. Je ne dormais pas. Elle était là. » Le département Collin ne bougea pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Une alerte silencieuse. Une vigilance nouvelle. « C'est exact ?» demanda-t-il en le fixant. « Il est confus » répliqua François d'une voix qui commençait à perdre patience. « Il n'y a personne dans cette grange. Et c'est une propriété privée, département. Si vous n'avez pas de mandat. » Il s'interrompit, voyant que Collin observait maintenant Claire, dont les yeux n'osaient plus croiser aucun regard. Elle semblait pétrifiée, ses mains tremblantes trahissant l'anxiété qu'elle s'efforçait de cacher. Le département Collin parla avec calme, mais sa voix avait un tranchant nouveau. « Monsieur Lefebvre, je comprends votre souci de confidentialité.
Mais lorsqu'un mineur signale un danger, j'ai l'obligation d'enquêter. C'est la loi. Je refuse, siffla François en croisant les bras. Il rêve. Parfois il marche dans son sommeil. Claire leva timidement les yeux. Il a déjà fait des cauchemars, murmura-t-elle. Mais elle ne confirma pas vraiment les paroles de son mari. Le département hocha lentement la tête. Voici ce que je propose, dit-il en regardant François dans les yeux. Une rapide vérification du hangar, 5 minutes. Pas de rapport, pas de suite. Juste une vérification de routine. Sinon, je dois classer cela comme une alerte non résolue, et les services de protection de l'enfance devront revenir. À la mention de ces mots, le visage de François se figea. Une peur nouvelle l'envahit. Claire, elle, retint son souffle. C'est insensé. Protesta-t-il. Nous sommes de bons parents. Je n'en doute pas, répondit Colin avec un calme déconcertant. Et c'est justement pourquoi une inspection rapide mettra tout cela derrière nous. François serra les mâchoires, chaque muscle de son visage semblant lutter contre cette proposition. Il balbutia. Il est minuit passé, le hangar est fermé à clé. Je devrais aller chercher. Je ne suis pas pressé, coupa Colin avec douceur, ce qui ne fit qu'exaspérer davantage François. Étienne observait son père comme on regarde un piège se refermer. Il le vit chercher une sortie, un mensonge, une échappatoire. Et dans un coin de son esprit, il priait pour que cela échoue. Pour qu'enfin, quelqu'un regarde au bon endroit. Le département Colin jeta un coup d'œil vers le seuil de la porte. Il remarqua un détail anodin, mais révélateur, de la boue fraîche sur les bottes de travail de François. Le motif correspondait parfaitement au sentier menant à la grange. « Ce sont vos bottes » demanda-t-il en les désignant. François suivit son regard. « Oui. Je note simplement qu'elles sont pleines de boue. Vous êtes allé au hangar récemment ? » J'ai vérifié l'équipement, dit François trop vite. Comme je l'ai dit, il n'y a rien là-bas que des outils. Le département ne répondit pas tout de suite. Il réfléchit un instant. Monsieur Lefebvre, votre fils a fait une déclaration claire. Il affirme avoir vu une fille dans votre grange. Malgré vos tentatives d'intimidation, il maintient ses propos. J'observe des traces fraîches vers le hangar, votre femme porte des ecchymoses visibles, et vous refusez une simple vérification. Il fit une pause. Je ne vous accuse de rien. Je vous explique pourquoi, à ce stade, je n'ai plus le choix. Je vais devoir intervenir. Et à cet instant, le silence se fit total. Claire se mit à pleurer. Étienne, lui, serra les poings. Il n'était plus seul. Et dans l'obscurité de la grange, quelque part, une petite fille avait peut-être, enfin, une chance d'être sauvée. Je ne peux pas partir sans vérifier ce hangar. Nous pouvons le faire facilement avec votre coopération, ou je peux appeler des renforts et obtenir un mandat. Le ton de l'officier Colin était calme mais inflexible. Il ne s'agissait plus d'une simple formalité. Il y avait dans sa voix la conviction qu'il touchait à quelque chose de grave. À vous de choisir, monsieur Lefebvre, ajouta-t-il. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais inspecter ce hangar ce soir. Claire resta figée, les yeux écarquillés, passant de son mari à son fils. Étienne pouvait lire sur son visage le tumulte intérieur qui l'agitait, des années de peur, de silence, d'obéissance conjugale, lutter contre un instinct plus fort, celui d'une mère prête à protéger. François, lui, serra les poings. Son visage se contracta de colère. C'est du harcèlement. Je vais porter plainte contre vous auprès de vos supérieurs. C'est votre droit, répondit Colin sans sourciller. Mais pour l'instant, j'ai besoin de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Il se pencha pour attraper sa radio. La tension monta d'un cran. Je vais informer mon département de ma position. Mais alors qu'il parlait dans la radio, l'attitude de François changea subitement. Un calme froid, presque inquiétant, s'installa en lui, comme si une décision irréversible venait d'être prise. D'accord, déclara-t-il en coupant la communication. Allons voir ce fichu hangar. Vous verrez qu'il n'y a rien là-dedans. Rien d'autre que l'imagination débordante de mon fils. L'officier Colin termina son appel, puis fit un geste vers la porte. Après vous, monsieur Lefebvre. François, bougonnant, attrapa une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine. Il se dirigea d'un pas lourd vers la sortie, suivi de Colin, qui gardait une distance prudente.
Étienne s'apprêtait à les suivre quand Claire lui agrippa la main. Son étreinte était ferme, presque douloureuse. « Reste ici, murmura-t-elle. Ne t'en mêle pas. Je dois leur montrer où elle est, insista Étienne, les yeux brûlants de détermination. L'officier Colin, l'ayant entendu, se retourna. Le garçon doit venir. Il peut me montrer exactement l'endroit. Il pense avoir vu quelqu'un. Claire, après une seconde d'hésitation, relâcha lentement sa prise. Étienne s'élança, rejoignant Colin tout en gardant ses distances avec son père. Ensemble, ils traversèrent la cour en direction du hangar. Le silence de la nuit était pesant, seulement troublé par le crissement de leurs pas sur le gravier et le cri lointain d'un oiseau nocturne. Arrivé devant la grande porte métallique, François manipula la serrure. Ses gestes étaient délibérément lents, presque caricaturaux. « Vous voyez ? C'est bien verrouillé. Personne ne peut entrer ni sortir. »« Ouvrez-le, s'il vous plaît, » ordonna Colin. Sa patience s'érodait. François continua de jouer la montre, feignant des difficultés. Merde, ces trucs se coincent toujours. Colin observait avec suspicion, comprenant qu'il gagnait du temps. Monsieur Lefebvre, ouvrez cette serrure. Maintenant. Finalement, François inséra la clé dans la serrure, mais au lieu de tourner, il se redressa, changeant de tactique d'un coup sec. Vous savez quoi ? J'en ai marre d'écouter ces conneries. C'est ma propriété. Je ne consens pas à cette fouille. Il retira la clé et recula. Obtenez un mandat si vous voulez entrer. Mais Colin ne broncha pas. Compte tenu des informations fournies par votre fils, des preuves physiques observées, et de votre comportement suspect, j'ai des raisons sérieuses de croire qu'une personne pourrait être en danger. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de mandat. La sécurité d'une vie humaine prime. Il tendit la main vers sa radio. J'appelle des renforts. Veuillez vous éloigner de la porte. François sembla se figer. Son visage se déforma de rage, mais aussi de peur. Puis, sans prévenir, il se rua vers la porte du hangar. Colin réagit instantanément. En un seul mouvement fluide et maîtrisé, il attrapa le bras de François, le fit pivoter, et le plaqua au sol. Son genou dans son dos, il sortit les menottes. François Lefebvre, vous gênez une enquête policière. Sa voix était calme, même si l'action était musclée. Restez au sol. Mettez vos mains derrière le dos. François, furieux, criait, jurait, menaçait de poursuite. Mais ce fut à ce moment précis que Claire sortit de l'ombre. Elle s'était approchée lentement, comme en dehors d'elle-même. Toute une vie de peur semblait s'effondrer d'un coup, remplacée par une résolution froide. Elle s'avança dans la lumière blafarde de la lune. Son visage était pâle, mais décidé. Elle ignora les protestations de son mari, fouilla dans sa poche, en tira une petite clé, et la tendit à Colin. « C'est la clé de la serrure, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Il y a quelqu'un à l'intérieur. » L'officier la fixa. « Quelqu'un ? De qui parlez-vous » Elle hocha la tête. « La fillette. François l'a ramenée il y a 3 ans. Il l'a enfermée là-dedans. »« Tais-toi, Claire. Ne fais pas ça. » « Ça suffit, » trancha Colin en enclenchant les menottes sur les poignets de François. « Madame, vous me dites qu'il y a une personne vivante dans ce hangar » Claire hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues. « Je voulais l'aider, mais il a menacé de nous tuer, Étienne et moi. Il m'a dit que personne ne me croirait. » François continuait d'hurler, mais ses cris furent noyés par le grésillement de la radio. « Dispatch, ici le département Colin. J'ai besoin de renforts immédiatement à l'adresse 4587 Quin-19. Possible enlèvement d'une mineure. Suspect maîtrisé. La scène n'est pas sécurisée. Demande renfort et ambulance. » La voix du standard confirma. Claire tremblait tellement qu'elle faillit lâcher la clé. Étienne s'approcha et glissa sa petite main dans la sienne. Elle la serra fort, comme pour y puiser un peu de force. Les renforts arrivèrent rapidement. 2 voitures de patrouille franchirent la grille, phares clignotants mais sirènes éteintes. Tandis que 2 agents sécurisaient François, Colin et un collègue se dirigèrent vers le hangar. Ils allumèrent leurs torchets. « Restez ici avec l'officier Martinez, » dit Colin à Claire et Étienne. Le garçon resta près de sa mère, la main posée sur son épaule. Le grincement de la porte du hangar, quand elle s'ouvrit enfin,
résonna comme un hurlement à travers toute la cour. Les faisceaux de lumière fouillèrent les ténèbres, scrutant chaque recoin. Le silence qui suivit fut insupportable. Puis, enfin, Colin ressortit. Son visage était grave. « Dispatch, c'est Colin. Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Une jeune fille, entre 5 et 7 ans, en état avancé de malnutrition. Elle a besoin de soins urgents. » Il se tourna vers Claire et Étienne. « Nous avons trouvé une enfant correspondant à la description d'Emma Villard. Disparue depuis 3 ans, lors de la foire du comté. Pouvez-vous confirmer depuis quand elle est ici ?» Claire s'effondra au sol, brisée par l'émotion. L'officier Martinez la rattrapa, la soutenant pendant qu'elle pleurait sans retenue. Je la connais depuis presque 2 ans, sanglota-t-elle. Je l'ai trouvée un jour où François était parti chercher du matériel. Elle était si maigre, si terrifiée. J'ai commencé à lui donner de la nourriture en cachette. Des vêtements propres. Tout ce que je pouvais. Sa voix se brisa. Étienne, les yeux humides, serra plus fort la main de sa mère. Cette nuit-là, dans un vieux hangar au cœur de la campagne, la vérité avait enfin trouvé une lumière. Claire se tenait au milieu de la cuisine, les épaules secouées de sanglots qu'elle tentait de retenir depuis trop longtemps. Son visage portait la marque des nuits blanches, des ecchymoses à demi effacées et d'une culpabilité si lourde qu'elle semblait peser sur chacun de ses traits. Elle n'avait plus la force de dissimuler la vérité, des années de terreur muette l'avaient laissée exsangue. Il a juré de me tuer, Étienne aussi, si jamais je parlais, souffla-t-elle d'une voix presque éteinte. Et il m'a promis qu'il ferait du mal à Emma si j'essayais de l'aider. Le lieutenant Colin Conn, agenouillé près d'elle, tendit une main apaisante. Sous la lumière blafarde des néons, son uniforme semblait absorber l'attention de la pièce. « Madame Lefebvre, avez-vous jamais cherché de l'aide » demanda-t-il, la voix douce mais ferme, comme un fil tendu entre compassion et devoir. Claire hocha la tête, essuyant ses larmes d'un revers tremblant. « Une fois, j'ai appelé le bureau du shérif. Mais François l'a su, je ne sais comment. Cette nuit-là, il m'a battu si violemment que je n'ai plus jamais touché au téléphone. Il a dit que la prochaine fois, ce serait Étienne qui paierait. » Ses yeux glissèrent vers son fils assis à l'autre bout de la table, puis se détournèrent comme si le simple contact visuel risquait d'attirer un nouveau malheur. Étienne, 14 ans, restait pétrifié. Jusqu'à cet instant précis, il avait espéré qu'il existait une explication moins monstrueuse à la dureté de son père. Le voile s'était déchiré, François Lefebvre n'était pas seulement un homme autoritaire, mais un prédateur caché à la vue de tous. Le chuintement des pneus sur le gravier annonça l'arrivée des médecins. Ils ressortirent de la grange quelques minutes plus tard, portant Emma sur une civière. Étienne aperçut son visage cireux avant que le gyrophare ne projette un éclair rougeoyant sur ses joues creuses. Malgré sa faiblesse, la fillette tourna la tête, accrocha son regard d'un mélange de terreur et de gratitude, puis disparut derrière les portes métalliques de l'ambulance qui se refermaient comme les battants d'un tombeau s'ouvrant enfin vers la vie. Autour de la ferme, la nuit s'était métamorphosée en une vaste scène de crime, les gyrophares dessinaient des éclats bleus et pourpres sur les murs délabrés de la grange, et les sillons du champ de maïs semblaient vibrer sous la lueur cadencée des feux. François, menotté, hurlait encore, mais ses cris se perdaient derrière les vitres de la voiture de patrouille, il n'était plus qu'une silhouette furieuse écrasée par le carcan de la justice. Dans la cuisine, transformée en quartier général improvisé, carnet de notes et enregistreur jonchaient la table en bois noueux. Claire serrait entre ses paumes une tasse de thé qui refroidissait sans qu'elle y touche, comme si cette chaleur inutile reflétait la paralysie de sa vie passée. L'inspectrice Ramirez, tout juste arrivée du comté, s'assit en face d'elle. Ses yeux, empreints d'une détermination patiente, trahissaient néanmoins une peine sincère devant l'ampleur du drame. « Madame Lefebvre, je sais combien c'est douloureux, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout. Comment Emma Villard s'est-elle retrouvée dans votre grange ?» Le récit s'écoula d'une voix brisée. C'était il y a 3 ans, après la foire du comté. François est rentré tard, prétendant qu'il avait aidé un ami en panne. Il transpirait, comme nerveux. Le lendemain, j'ai entendu à la radio qu'une fillette avait disparu. La gorge de Claire se serra, le thé frissonna entre ses doigts. Peu après, François a commencé à passer des heures dans la grange. Il a installé un cadenas et gardait toujours la clé sur lui. Je pensais qu'il y cachait des bouteilles. Je voulais croire à une honte ordinaire. L'interrogatoire se poursuivit dans un silence tendu ponctué seulement par les cliquetis des stylos. « Quand avez-vous découvert Emma » demanda Ramirez,
le ton dépourvu de reproche. Claire inspira, un souffle tremblant, comme si chaque souvenir était un éclat de verre dans ses poumons. 1 an après sa disparition. François était parti pour une vente d'équipement à Omaha, j'ai trouvé son double de clé. Je voulais seulement un tournevis. J'ai poussé la porte et je l'ai vue. Elle était recroquevillée dans la paille, si mince qu'on aurait cru qu'elle pouvait se dissoudre dans la poussière. Elle m'a dit son nom, qu'un homme l'avait aidé à retrouver ses parents, puis l'avait conduite ici. Étienne, de l'autre côté de la pièce, se sentit chavirer. Les mots de sa mère décrivaient précisément la scène qu'il avait surprise la veille en cherchant son ballon, une scène qui avait brisé à jamais l'image paternelle qu'il s'efforçait d'aimer. « Pourquoi ne l'avez-vous pas libéré » demandait maintenant l'inspectrice. Claire baissa les yeux, 2 larmes glissèrent lentement. « Je le voulais. Je lui ai promis. Mais François est rentré plus tôt que prévu. Il m'a battu jusqu'au sang. Il a menacé de tuer Emma, puis Étienne, puis moi. C'était plus qu'une peur, c'était une certitude glaciale. À partir de là, je ne pouvais que lui glisser un peu de nourriture, une couverture, quand il dormait. Au lever du jour, les médias relayaient déjà l'affaire, Emma Villard, petite silhouette souriante des affiches placardées depuis 3 ans, avait été retrouvée. Les officiers expliquèrent que François l'avait probablement repérée alors qu'elle errait, séparée de ses parents dans la foule de la foire. Plutôt que de la ramener, il l'avait kidnappée, tenant la fillette captive dans l'ombre de la grange. Des soupçons d'abus, de violence prolongée, planaient déjà. Les mots glaçaient l'air, même les policiers aguerris détournaient les yeux un instant avant de reprendre leurs notes. François fut formellement inculpé d'enlèvement, détention illégale, sévices. Lorsque la voiture de patrouille s'éloigna, Claire s'affaissa, comme si on avait tranché les fils qui la maintenaient debout. Une avocate spécialisée dans les droits des victimes arriva. C'était une femme au ton posé, qui posa une main réconfortante sur l'avant-bras de Claire. « Vous n'êtes plus seul. Il existe des conseillers, des groupes de soutien, un hébergement protégé si nécessaire. » Les mots résonnaient, mais l'esprit de Claire restait engourdi, elle avait vécu si longtemps prisonnière de la peur qu'elle ne savait plus respirer la liberté. Étienne dut, lui aussi, livrer son récit. À 15 ans, il parlait d'une voix tremblante, comment son ballon avait brisé la fenêtre, comment il avait vu Emma, la panique dans ses yeux bleus trop grands pour son visage émacié, comment il avait épié les allées et venues de son père et, enfin, composé le 911 sur le vieux téléphone caché dans sa chambre. Les officiers louèrent son courage, mais la douleur de savoir ce qu'il avait manqué de dénoncer plus tôt pesa sur ses jeunes épaules comme un sac de pierre. Vers 10 heures, un message de l'hôpital arriva, Emma était stabilisée. Gravement dénutrie, couverte de contusions anciennes, mais vivante. Ses parents, qu'on avait joints au milieu de la nuit, traversaient déjà l'état pour la rejoindre. Étienne leva les yeux vers le lieutenant Collin, encore assis auprès de lui. « Est-ce qu'elle ira vraiment bien ?» Le policier prit le temps de répondre, le regard tourné vers les plaines qui s'ouvraient au-delà des silos. « Physiquement, oui, avec du temps et des soins. Pour les blessures du cœur, cela prendra plus longtemps. Mais elle est jeune, et elle a 2 parents qui n'ont jamais cessé de la chercher. C'est un phare très puissant. » Midi approchait, ramenant un soleil pâle au-dessus de la ferme. Les équipes légistes s'étaient retirées, ne laissant que des rubans jaunes claquant au vent, derniers témoins de la nuit d'horreur. Sur le perron, Étienne s'était enroulé dans une couverture. Il contemplait les sillons du champ, chaque pouce de maïs semblait se pencher sous le poids du silence retrouvé. Le lieutenant s'accroupit à côté de lui, le visage marqué par une fatigue qu'il dissimulait mal. « Étienne, je veux que tu saches quelque chose, dit-il doucement. Ce qui est arrivé n'est pas ta faute. Ta décision d'appeler les secours a sauvé une vie. » Le garçon serra la couverture contre lui. Son ventre se tordait d'un sentiment mêlé de soulagement et de culpabilité. « J'ai peur que tout le monde me voie comme le fils du monstre, murmura-t-il. Collin posa une main légère sur son épaule. Les monstres ne lèguent pas leur ombre, ils laissent un choix. Tu as choisi la lumière. À cet instant, un vol des tourneaux s'éleva au-dessus du champ, décrivant des arabesques noires contre le ciel pâle. Étienne suivit leur danse d'un regard presque stupéfait. Il réalisa que, pour la première fois, la ferme ne résonnait plus de pas menaçants ni de cris étouffés, mais du simple bruissement du vent dans les blés et du chant des oiseaux. Derrière lui, Claire apparut sur le seuil. Elle avançait lentement, comme si chacune de ses articulations redécouvrait le mouvement. Ses yeux rougis trouvèrent ceux de son fils. Aucun d'eux ne parla. Elle s'assit près de lui,
et Colin se retira doucement, leur laissant l'espace fragile de cette aube nouvelle. La mère et le fils restèrent là, enveloppés dans la fraîcheur matinale, à écouter un silence qu'ils n'avaient jamais connu, un silence sans menace, sans clé tournant dans une serrure, sans gémissement étouffé dans une grange. Le soleil grimpa encore, inondant la cour d'une lumière dorée. Les rubans de la police flottaient, mais aux yeux d'Étienne, ils ressemblaient déjà à des fanions d'espoir. Quelque part, au même instant, une fillette était prise en charge par des médecins et attendait de revoir ses parents. Et, dans ce coin de Normandie où la terre avait longtemps tremblé sous les pas d'un homme brutal, la vie s'apprêtait à redonner leur souffle aux êtres qui en avaient été privés. Claire inspira profondément, peut-être pour la première fois depuis des années. Ses doigts trouvèrent ceux d'Étienne, ils s'y accrochèrent, comme deux naufragés se hissant sur la même planche. Le jeune garçon leva les yeux vers le ciel, reflétant dans son regard un horizon qu'il n'avait jamais osé imaginer, un matin sans peur, un chemin à reconstruire, pierre après pierre, promesse après promesse. Il ne savait pas encore où il vivrait, ni comment il guérirait. Mais il savait ceci, le monstre était parti. Et dans l'espace qu'il laissait derrière lui, la lumière s'engouffrait, vaste et fragile, prête à faire éclore tout ce que la nuit avait tenté d'étouffer. Claire était assise sur le rebord du perron, le visage baigné de lumière, les yeux encore rougis par les larmes. Pourtant, une clarté nouvelle semblait percer à travers son regard comme si un brouillard épais qui l'avait enveloppé pendant des années s'était enfin levé. Elle leva les yeux vers son fils, ce garçon de 10 ans qui venait, par un simple acte de vérité, de briser les chaînes invisibles qui les liaient à la peur. « Je veux que tu saches quelque chose, dit-elle d'une voix douce mais chargée d'émotion. Ce que tu as fait hier soir, en appelant, c'était exactement ce qu'il fallait faire. » Étienne baissa les yeux vers ses mains, comme s'il cherchait encore la force qu'il avait puisée la veille. « J'aurais dû le faire plus tôt. Dès que je l'ai vu. » Le département Colin, resté en retrait, s'approcha et posa une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Tu as agi alors que beaucoup d'adultes auraient détourné le regard. Grâce à toi, Emma va retrouver sa famille. Tu es un héros, fils. » Claire serra alors Étienne dans ses bras. Son étreinte n'était ni précipitée ni formelle. C'était une étreinte de survie, de gratitude, de renaissance. Elle lui chuchota à l'oreille, la voix tremblante, « Tu as montré plus de courage que je n'en ai jamais eu. » Le garçon leva les yeux vers elle, ses traits plus graves que son âge. « Tu avais peur, toi aussi, maman ?» Elle le regarda longuement, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Oui, mon chéri. Il nous a tous effrayés. » Le silence s'installa, respecté même par le vent du matin. Le département Colin, comprenant la délicatesse du moment, fit un pas en arrière puis déclara, « Madame Lefebvre, nous aurons besoin que vous veniez à la station aujourd'hui pour déposer votre témoignage. Le procureur du district voudra également vous parler. » Claire hocha la tête. Sa main resta posée sur l'épaule de son fils, comme une encre entre eux. « Nous serons là. Peu importe ce qu'il en coûte. Il ne nuira plus jamais à personne. » Lorsque la voiture du département disparut au bout de l'allée, un silence paisible retomba sur la ferme. Claire et Étienne restèrent là, sur le perron, les yeux tournés vers l'horizon. Le soleil s'élevait lentement dans le ciel, baignant la propriété d'une lumière dorée. Au loin, le vieux hangar rouge se dressait, encadré par le ruban jaune de la scène de crime, ondulant dans la brise du matin. Ce ruban était devenu le symbole d'un chapitre qui se refermait, d'une époque d'ombre enfin révélée. « Et maintenant ?» demanda Étienne, sa voix douce brisant le silence. La question flottait entre eux, immense. Claire prit une inspiration profonde, comme si elle remplissait ses poumons d'un nouvel air, d'une nouvelle vie. Elle semblait plus grande, plus solide que jamais. « Maintenant, nous guérissons. Ensemble. Et nous nous assurons qu'Emma puisse faire de même avec sa famille. » Étienne sentit alors quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps, un soulagement. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des procès, des confrontations douloureuses, des mots qu'il faudrait affronter et prononcer à voix haute. Mais il savait désormais que la vérité avait brisé le cycle. Un nouveau départ était possible. Claire et son fils restèrent encore un instant, côte à côte, les yeux fixés sur le hangar. Autrefois silhouette menaçante au fond de leur propriété, ils semblaient aujourd'hui différents. La lumière l'enveloppait d'un éclat étrange, comme si sa puissance avait été aspirée avec les secrets qui l'abritaient. Étienne soupira, à la fois épuisé et libéré. Une part de lui, la plus profonde, se sentait enfin légère. Les secrets emmurés dans leur maison pendant tant d'années s'étaient déversés au grand jour.
La douleur était là, indéniable, mais elle apportait avec elle une forme inattendue de liberté. Claire fixait toujours le hangar. Je n'aurais jamais cru avoir le courage de lui faire face, murmura-t-elle. Pendant toutes ces années, je croyais te protéger par mon silence. Mais c'est toi qui as été le plus courageux. Étienne se pencha contre elle, la tête contre son flanc. Tu as été courageuse aussi, maman. C'est toi qui as donné la clé au département. Tu as dit la vérité quand ça comptait le plus. Elle sourit, un sourire triste mais vrai, et passa un bras protecteur autour de ses épaules. Lorsqu'ils rentrèrent enfin dans la maison, Claire observa le chaos laissé par les officiers, tasse de café à moitié vide, papier froissé, odeur de stress encore dans l'air. D'ordinaire, elle aurait aussitôt nettoyé, effacé toute trace de trouble. Mais pas aujourd'hui. Elle se contenta de regarder autour d'elle et dit calmement, « Ça peut attendre. On a tous les deux besoin de sommeil. » Ils montèrent ensemble les escaliers. Devant la porte de la chambre d'Étienne, Claire s'arrêta. Sa main effleura la poignée, puis le bras de son fils. « Je suis fière de toi, » souffla-t-elle. « Je te promets que tout va changer. » Dans sa chambre, Étienne ne se déshabilla même pas. Il tira simplement les rideaux, se laissa tomber sur le lit, encore habillé. Son esprit vagabonda. Il pensa à Emma. Était-elle en sécurité? Comment allait-elle? Que deviendrait-elle? Que deviendrait leur père? La ferme? Sa mère? Lui-même? L'avenir se dressait devant lui, vaste, inconnu, mais pour la première fois, il ne l'effrayait pas. Il n'avait plus le goût du cauchemar, du secret. Il était simplement à écrire. Avant que le sommeil ne l'emporte, une dernière pensée lui traversa l'esprit, les yeux d'Emma, croisant les siens alors qu'on la portait vers l'ambulance. Il espérait qu'un jour, quand tout serait fini, quand les procès seraient terminés, il pourrait la revoir. Pas comme une victime. Mais comme une fille ordinaire. Avec un avenir aussi lumineux que le sien. Dehors, la ferme reprenait lentement son souffle. Le hangar rouge restait silencieux, les secrets enfin dissipés dans la lumière du matin. Et là, dans un coin oublié, le ballon de football qui avait tout déclenché restait posé contre un mur, comme une relique anodine. Ce petit objet avait été le catalyseur de la vérité. L'étincelle qui avait fissuré un mur de silence construit année après année. Étienne s'endormit sans savoir que son acte allait résonner bien au-delà de leur maison. Il avait ouvert une brèche dans l'obscur, et par cette brèche, la lumière s'engouffrait enfin. Pour Emma. Pour Claire. Pour lui. Et pour tous ceux que le silence n'opprimera plus jamais.